Voilà. Doudou Sarr débat autour justement de la présidentielle du 24 février 2019. Est-il derrière nous ce scrutin? Pas autour du scrutin, mais au-delà. Ce que disent véritablement les chiffres. Le taux de participation, 66,23%. Les 58,27% du président Macky Sall, est-ce un vote d'adhésion ou autre chose? Idrissa Seck est venu en deuxième position avec 20%, Ousmane Sonko 15%. Essayons, Doudou Sarr, de décortiquer ces chiffres. Pour retenir quoi? Avec surtout le taux de participation, le taux d'abstention, est-ce la grosse information? Il est autour de 33,77%. Reste-t-il le premier parti du Sénégal aujourd'hui? Oui. Les élections que nous venons de vivre sont pour moi les élections les plus importantes de ces 10 ou 15 dernières années. Pourquoi? Elles expriment un tournant dans l'évolution politique de notre pays, même si, et c'est souvent le cas, lors des tournants historiques, les choses ne s'affirment pas avec clarté. Mais il y a des tendances lourdes qui s'affirment. On peut dire que le 24 février sanctionne une immense victoire politique du peuple sénégalais. Ce peuple qui depuis 2008, ces 11 dernières années, s'est affirmé par la mobilisation exceptionnelle de notre campagne, de nos villages, la mobilisation exceptionnelle du village telle qu'elle s'est peu produite dans notre histoire politique passée et récente. Qu'est-ce qui a fait ça? Mais parce que le village revendique son droit à la modernité, son droit à l'accès à l'eau, son droit à l'accès à l'électricité, son droit à l'accès à la route et aux ponts qui les enclavent, son droit à refuser d'être exclu du Sénégal, son droit à l'inclusion, à la prise de sa part totale dans la société sénégalaise, son droit à la citoyenneté intégrale, non pas octroyé mais arraché. Et encore une fois, pardonnez le pléonasme, arraché de plein droit. Par qui? Et par qui? Ce sont ces jeunes que vous avez vus manifester de 1,5 million à 2 millions. Faites l'inventaire, ça ne s'est jamais produit dans le pays. De village en village, village par village, en brassard rouge, et revendiquant leur accès à ce que certains appellent les services sociaux de base. Et disant ceci, même si ça n'a pas été entendu ni écouté d'ailleurs par la majorité des observateurs politiques. Il y a 15 ans, ils nous disaient, si jamais vous n'accédez pas à nos revendications, nous voterons pour l'opposition, nous ferons votre sanction. La différence, c'est que cette fois-ci, ils nous ont dit, si jamais vous n'accédez pas à nos revendications, si jamais vous ne commencez pas à accéder à nos revendications, il n'y aura pas de campagne électorale ici, il n'y aura pas de vote ici, vous irez faire campagne ailleurs. Sanctionnant ainsi la classe politique, ce qu'on appelle la classe politique, dans sa totalité. Affirmant ainsi qu'aucune des 5 offres, et à l'époque on ne savait pas qu'il y aurait 5 candidats, aucune des offres qui leur a été proposée alors ne les concernait. À tort ou à raison, c'est ce qu'ils pensaient et la plupart d'entre eux continuent de le penser. Cette frange de notre population s'est exprimée de manière différenciée. Comment? Elle s'est d'abord exprimée dans la non-participation au vote. Près de 40% de nos compatriotes en âge de voter, dans la tradition de la non-participation au vote, n'ont pas jugé utile de voter. Ni pour les uns, ni pour les autres.
Pardon? Ni pour les uns, ni pour les autres. Ni pour les uns. Donc, ni se sont pour les autres. abstenus. Est-ce qu'on peut appeler ça une abstention? Une abstention voudrait dire qu'on a entendu les propositions et qu'on n'arrive pas à les départager dans la délibération individuelle. Mais là, il s'agit pas de L'abstention, c'est aussi un choix. Voilà. Oui, Il s'agit d'un refus. oui, un choix. Participer au vote. Oui. Donc, c'est une position active. Ce n'est plus une position subie. Et j'ai l'habitude de dire que ces gens-là votent. Ces gens-là nous Ils ont disent- voté l'abstention. Voilà. Oui. Ces gens-là nous disent lu ngeen ñuy proposé doyuñu, lu ngeen ñuy proposé gisuñu ci suñu bopp. Mais ces gens-là sont des citoyens à part entière. Mais vous Ils vous doivent posiez être vous-même entendus. la question à tort ou à raison. Elle revient, cette question, à tort ou à raison. Mais cette question, comment dire, elle revient de gré ou de force et c'est la question la plus positive dans ces élections. Parce que ces gens-là, femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, sont souvent des gens qui dirigent des mouvements véritablement citoyens. Ce n'est pas notre société civile squattant les médias. Ce sont de vrais mouvements citoyens qui se réunissent en assemblée générale, qui élisent leurs délégués, leurs représentants. Ce sont ces mouvements-là qui ont refusé de prendre part au vote le 24 février dernier. Mais il faut reconnaître qu'une frange de ces mouvements-là a jugé nécessaire cette fois-ci d'aller voter. Et c'est ce qui explique l'augmentation du taux de participation. Oui. Elle a voté 66,23%. Tout à fait. Oui. Mais elle a voté pour les mêmes raisons que ceux qui se sont abstenus. Ah oui. Ah oui, ceux qui ont voté pour le président Macky Sall, qui représente entre 36 et 38% des Sénégalais en âge de voter, ce qui correspond à ces 58%. Je ne remets pas en cause les 58%. Mais il faut voir ces 58% dans la perspective générale des Sénégalais en âge de voter. Ceux qui ont voté Macky Sall. Mais il faut les écouter. Il ne faut pas seulement comptabiliser leurs bulletins. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, adieu. C'est un vote de sommation. C'est un vote à leur employé. En lui disant quoi? En lui disant, tu as commencé le PUDC dans le village d'à côté, dans le village de notre famille traditionnelle, tu dois le poursuivre chez nous. Tu as projeté le PUDC dans le village d'à côté, il faut le poursuivre chez nous. Tu as commencé Promoville dans la communauté village d'à côté, il faut poursuivre ça chez nous. Ou tu as commencé Promoville chez nous, ou tu as commencé le Puma chez nous, ou tu as commencé l'ANRAC chez nous. La CMU. Donc, ou la CMI chez nous. Donc, ce sont des citoyens qui, j'allais dire, ont choisi de voter pour eux-mêmes. Ce n'est pas un vote d'adhésion à Macky Sall, c'est un vote d'adhésion à leurs propres intérêts. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que l'un des résultats majeurs de l'élection du 24 février dernier, c'est le discours du président Macky Sall. Ça a pris, le discours a pris. Mais j'ai l'habitude de dire que ce discours, sans faire injure à notre président, ce n'est pas lui qui l'a écrit. Ah oui? Ce ne sont pas ses conseillers qui l'ont écrit, ce sont ces Sénégalaises. Qui lui ont, Et ces Sénégalais-là, qui lui ont montré la voie. Oui. qu'il a eu l'intelligence D'écouter d'écouter. et d'entendre. Les a-t-il entendus? Absolument. Oui. En tout cas, il les a entendus au point d'écrire ce discours. Donc quand je dis que ce n'est pas lui qui a écrit ce discours, je ne dis pas qu'il ne peut pas écrire le Mais discours. c'est plutôt, Mais oui, je dis que ce discours, a été orienté à un par... auteur. Oui. cet auteur, ce sont les Sénégalais qui manifestent. Parce que même dans les fiefs de Macky Sall, il faut suivre là où Macky Sall est hégémonique. Mais les gens ne l'ont pas applaudi en lui disant tu es le plus beau, on va voter pour toi. Non.
Ils lui ont donné ce qu'on appelle en français des instructions. Ce sont des Sénégalaises et des Sénégalais. Dans nos traditions d'accueil local, ils ont été avenants, ils ont été déférents, mais ils ont été dans le fond d'une extraordinaire fermeté. En tout cas pour moi, d'une surprenante fermeté. Vis-à-vis de qui? Du président sortant. Vis-à-vis du président sortant. Oui. Et c'est pourquoi il n'y a pas de muraille de Chine entre ceux qui ont refusé de participer au vote et ceux qui ont voté pour le président. Ils disent la même chose. Ils disent la même chose. Il y a unité. Oui. Regardons du côté d'Idrissa Seck. Oui, c'est ça, du côté de ceux qui viennent derrière Idrissa Seck comme Sonko. Oui. Voilà, ceux qui ont voté Idrissa Seck. Mais écoutons-les. Moi, mon problème avec les candidats, c'est celui-là. Ils comptent les voix et ils ne veulent pas tirer le sens politique du vote. Chaque vote a un sens politique. Mais prenons Idi. Oui. Mais Idi, c'est l'un des vainqueurs de l'élection. Ah oui? Ah oui, c'est l'un des vainqueurs politiques de l'élection. Comment? Pas comptable. Comment? Mais d'abord, il n'était pas à 1% il y a 12 mois. Oui. Il est à 20% aujourd'hui, mais ce n'est pas une simple question de comptabilité de bulletin. Quelle est sa force? Quelle est la force du vote Idi? Mais il recueille l'ensemble des frustrés de l'APR et de Benno Bokk Yakaar. Il recueille ceux qui ont tiré une conclusion négative, à tort ou à raison, mais c'est leur conclusion de la politique du président sortant, et qui se sont dit non, le président sortant, pour des raisons diverses, ne pourra pas le faire. Sanctionnons-le, exprimons-lui notre frustration, et celui chez qui nous pouvons l'exprimer, ce n'est pas Issa Sall, ce n'est pas Madické, ce n'est pas Sonko, c'est Idrissa Seck. Il faut qu'Idrissa Seck comprenne cela, il a une responsabilité historique. Mais ce vote-là, il doit le respecter. On ne sort pas d'une élection. N'est-il pas dans cette dynamique déjà? Pardon? N'est-il pas dans cette dynamique déjà? Mais j'espère qu'il a lu le message qui lui est adressé. Parce que c'est le même message qui est adressé à chacun des candidats de façon différenciée. On a essayé de déchirer le peuple sénégalais dans cette élection. Le peuple sénégalais a affirmé sa résilience, a maintenu son unité en s'exprimant de façon, c'est vrai, différenciée. Mais ceux qui ont voté Idrissa Seck pensent qu'ils ont trop attendu, que Macky ne viendra pas, qu'il ne mettra pas chez eux l'eau, qu'il ne mettra pas chez eux le courant, qu'il ne mettra pas chez eux l'assainissement. C'est quoi? C'est dû aux tergiversations du président Macky Sall et justement aux engagements manqués et autres. Mais là, vous posez une question fondamentale, c'est celle de nos équipes gouvernementales. Est-ce que nous avons des ministres? Et celle des engagements. Parce que moi, j'étais ministre, je serais vexé. Ah oui, que l'on critique le président dans un département que je gère. Parce qu'il est impossible d'adresser une critique au président Macky Sall ou à tout autre président sans que cela ne touche un domaine qui est couvert par un ministère. Oui, mais finalement, tout tourne, on le sait, tout tourne autour du président de la République au Sénégal. Oui, d'hier à aujourd'hui, ça ne date pas de maintenant. Pas le premier président de la République du Sénégal. Au Sénégal, nous avions des ministres. Nous avions des ministres qui, lorsqu'ils étaient assis en conseil des ministres avec le président de la République, étaient entre naolés. Ne l'oublions jamais. Le Sénégal est un jeune pays, mais c'est en même temps un vieux pays. Oui, mais les rois, même nos rois, quand ils étaient en conseil royal, c'était entre naolés. Et cette tradition-là se perd de plus en plus. De plus en plus. Oui, mais comment un ministre ne doit pas accepter? Oui, mais là, ils sont tous inféodés maintenant au chef de l'État, quand même. Ah, oui, le mot n'est pas trop fort. Mais personne ne vous force à être ministre. Hein? Oui. Moi, je pense que c'est les gens qui... Mais qu'est-ce qui fait ça? Vous avez été ministre, qu'est-ce qui fait ça? Mais ce qui fait ça, c'est l'absence de substance. Quand vous êtes ministre, vous n'êtes pas nommé pour concurrencer vos directeurs de cabinet, pour concurrencer vos directeurs techniques. Vous êtes censé faire de la politique dans le domaine dont vous avez la charge. Mais il m'est envie de le dire ici,
la compétence politique est la compétence la plus difficile à acquérir. Elle s'acquiert dans la durée. Mais il faut accepter de faire le sacrifice du temps, de s'asseoir sur une table de travail, derrière une feuille et un bic, comme moi qui suis un homme des cavernes, ou derrière un clavier, pour ceux qui sont plus modernes que moi. Accepter de souffrir, de penser le Sénégal, d'élaborer sur le Sénégal et d'élaborer des solutions, mais ne pas soit répéter ce qui se dit dans tous les grandes places, soit répéter ce qui se dit par les différents directeurs des services techniques. Ouais. Oui. Mais parce qu'il n'y a plus de ministre politique. Lorsque vous prenez, je ne veux pas citer de nom, je ne veux pas faire de jaloux, mais lorsque vous prenez un ministre comme le ministre Mamadou Ndoye, vous le réveillez à 5h du matin, à 2h du matin, à 1h du matin, vous lui posez des questions sur les solutions à apporter au problème de l'éducation nationale, il vous les donne de manière détaillée. Pas parce qu'il les a travaillés. Non. C'est parce qu'il les travaille tous les jours. Si vous avez la prétention d'être un spécialiste politique de l'eau, ou de l'électricité, ou de l'agriculture, vous êtes censé travailler ça, vous ajuster, vous recycler, vous mettre à jour tous les jours. Mais ce travail-là, il n'y a pas la télévision qui le filme. Il n'y a pas la radio qui l'enregistre. Il n'y a pas les dictaphones des journalistes qui l'intègrent. Ce travail-là, mais il doit être fait, et il n'est pas glorieux, mais il est nécessaire. Mais là, parce que c'est ça qui fait le politique, c'est ça qui forge l'homme politique capable d'élaborer, capable de penser. Nous n'avons plus de ministres qui élaborent. Alors, vous ne pouvez pas finalement, oui. Attention, moi je suis ferme sur cette question-là. Oui. C'est pas négociable. Vous ne pouvez pas être ministre si vous n'êtes pas capable d'apporter les solutions politiques dans le domaine que vous prétendez diriger. Parce que si c'est les solutions techniques, les techniciens sont là et ils sont compétents. Mais on vous demande, les techniciens me disent que le ministre ne leur donne plus des orientations politiques. Les techniciens attendent, avant de travailler, les options politiques, les choix politiques. Une fois qu'ils sont faits... Oui, mais là, vous définissez le sens et l'organisation du travail à un niveau que vous connaissez déjà. Oui, mais c'est ce qu'on attend du ministre. Oui, ce qu'on attend, mais ce n'est plus le cas. Le constat, il est fait. Oui, c'est à qui imputer cette responsabilité. Mais aux partis politiques, on me dit qu'il y a 300 partis politiques au Sénégal. Moi, je regarde, je vous assure, je fais des efforts. Je ne compte pas plus de 3 ou 4 partis politiques. Et je vous assure, je vous promets, je fais des efforts. Les partis politiques ne jouent plus leur rôle. C'est aux partis politiques de former leurs militants. C'est aux partis politiques de former leurs cadres. Encore faut-il savoir ce qu'est un militant. Un militant, ça se travaille. Un militant, ça s'auto-forme. Un militant, ça se forme. Un militant, on n'attend pas d'être président de la République, d'être premier ministre, d'être ministre pour avoir une vision. La vision, on l'a bien avant. Le film du Sénégal, dans 10, 15, 20 ans, on l'a bien avant d'accéder aux responsabilités. On n'attend pas d'accéder aux responsabilités pour le faire. C'est ça un politique. Un politique, il pense. Oui, même on me dit que Mamadou Dia est un homme d'action. Personne ne pensait plus que Mamadou Dia. C'était un grand homme d'action, c'est vrai, mais personne ne pensait plus que lui. Il pensait pour agir, il agissait en pensant, et il pensait après avoir agi, il tirait les leçons. C'est ça un politique. Et c'est ça un dirigeant politique. Et bien justement, ces dirigeants politiques tels que vous les avez définis, ont-ils lu avec exactitude justement les résultats issus de cette élection? Avec la plus grande sincérité et la plus grande humilité, je dirais non. Je dirais non parce que moi je ne vois que du positif dans cette élection. L'unité du peuple sénégalais n'a pas été brisée, elle n'a pas été déchirée, il n'a pas été possible d'opposer les Sénégalais les uns aux autres. Ceux qui ont refusé de voter, ceux qui ont voté pour le président sortant, ceux qui ont voté pour Idrissa Seck, ceux qui ont voté pour Ousmane Sonko, ceux qui ont voté pour Issa Sall, ceux qui ont voté pour Madi Kenya, disent la même chose. Mais ils ont pensé que c'est le candidat sur lequel ils portaient leur suffrage
qui pouvait être la solution à leurs problèmes. Et j'ai dit, tout le monde sort avec les honneurs de cette élection. Je prends celui qui a eu le score le plus faible. Mais ceux qui ont voté Madické Niang savaient que Madické Niang avait de grandes chances de sortir en 5e position. Mais c'est plus qu'un vote d'adhésion, ça. C'est un vote militant. Donc lui, il ne faut pas qu'il se contente de compter. Il a créé, il a lancé une nouvelle force politique. Mais Sonko est passé de 30 000 voix à presque 500 000 voix en 2 ans. Les élections ont eu lieu en moins de 2 ans. Les élections ont eu lieu en juillet 17. On était en février 19, en moins de 2 ans. Donc il a lancé une base politique, il a lancé une rampe politique, une rampe de lancement. Pardonnez le pléonasme, une rampe de lancement. Alors, c'est donc l'une des révélations de l'élection. Et les étrangers me disent, les non-sénégalais me disent que c'était le plus sénégalais des candidats, Madické Niang. Oui. Alors, ceux qui se sont portés sur Sonko, mais c'est notre élite dirigeante, du privé, du public, de l'entrepreneuriat. Alors, il y a quelqu'un, un petit malin, qui a l'habitude de voler au secours de la victoire. Je vais vous parler de Robert Bourgi. Là aussi, je lui dis avec affection et humilité. Mais non, Sonko, ce n'est pas l'avenir. Sonko, c'est le présent. C'est déjà le présent. Se regroupent autour de lui ceux qui dirigent le Sénégal aujourd'hui, en 2019. Car lui, il conjugue son plus moins dans le futur. Oui, mais Sonko, c'est ceux qui... Mais regardez, ceux qui sont autour de Sonko et qui votent Sonko, c'est ceux qui dirigent nos entreprises publiques, privées, ceux qui dirigent nos ateliers, ceux qui dirigent nos cabinets, ceux qui dirigent nos familles, c'est quasiment biologique. Donc c'est un vote important dont il faut tenir compte. Et lui ne peut pas se dire j'attends 2024. C'est le deuxième homme politique sénégalais. Parce que si vous analysez sa coalition, presque tout seul, il a réuni ces voix-là. Alors, Idrissa Seck, je ne sais pas si c'est ce qu'il recherchait, c'est positionné comme un homme de rassemblement, un homme de refuge. Parce que, il faut se dire la vérité, sa coalition a été constituée par défaut. Tout le monde est allé au parrainage. C'est une fois que beaucoup d'entre eux ont été recalés qu'ils se sont rabattus vers Idrissa Seck. Comme les Pape Diop et autres. Voilà, mais il a su donner une harmonie. Moi, en regardant la télévision, je les ai souvent vus ensemble. Pas seulement Pape Diop à Dakar, mais Pape Diop avec Idi au fin fond du Sénégal. Oui, à Touba et à voilà, pas seulement à Dakar et à Touba. Et il compte garder. J'ai vu Pape Diop avec Sonko en Casamance, j'ai vu Decroix avec Idi plutôt en Casamance, j'ai vu Pape Diop avec Idi en Casamance, j'ai vu Abdou Sidibé avec Idi dans le Saloum, pas seulement dans le Walou. Et la principale information, c'est qu'il compte garder intacte cette coalition. Il serait fou. Il serait fou de la laisser partir. Oui. Et c'est la coalition. Ils ont eu raison de le faire. De garder intacte cette coalition. Bien sûr, bien sûr. Comme lors de la dernière sortie, de la dernière déclaration. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais je voudrais insister sur un point. Oui. Le résultat, l'une des données majeures, l'une des conclusions majeures, l'un des résultats majeurs de cette élection, c'est que le peuple sénégalais a écrit le discours lu par le président de la République. Donc vous ne pouvez pas avoir la même posture par rapport à cet appel au dialogue que par rapport à ceux antérieurs. Ce n'est pas une question de naïveté. Mais ce n'est pas une première, cet appel au dialogue. Justement, c'est une première. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi Voilà. Oui. Ce n'est pas le président qui appelle, ce n'est pas le président qui s'enferme dans son bureau, qui réfléchit et qui appelle. Non. C'est le peuple. C'est le peuple sénégalais qui a voté en disant face à ce qui vient aux ressources naturelles, ne nous divisez pas. Face au djihadisme, ne faisons pas comme au Mali. Ne nous divisez pas. Face aux urgences
sur une population de moins de 15 millions d'habitants, il y a 4 500 000 chômeurs. Ne nous divisez pas. Il y a 1 500 000 enfants qui doivent aller à l'école, qui ne vont pas à l'école. Ne nous divisez pas. Alors, nous étions pour, au niveau du M23, pour que les candidats élaborent un pacte, une charte nationale commune, sur la base de laquelle chacun va devant l'électeur avec ses solutions, confronte les solutions et l'électeur choisit. Donc le fait d'avoir un accord national ne signifie pas qu'on ne débatte pas, ne signifie pas qu'on ne se confronte pas, sinon qu'on ne s'affronte pas du tout. Cela définit un cadre commun qui parle aux ennemis de la nation. Un cadre commun qui dit aux compagnies pétrolières, attention, nous sommes en train de nous affronter, mais face à vous, nous sommes unis. Un cadre qui dit aux djihadistes, attention, nous sommes en train de nous affronter, mais face à vous. Ça, c'est un défi qui est loin d'être relevé quand même. Ah, nos forces vives de la nation et les candidats doivent jouer leur partition. L'élection ne s'est pas terminée le 24 février. Il n'y a pas de deuxième tour, mais les candidats se sont détachés comme dirigeants politiques ayant de nouvelles responsabilités dans notre pays. Il faut qu'ils assument ces responsabilités et qu'ils répondent aux attentes. Chacun en ce qui le concerne. Le président doit gouverner, pas comme je l'entends dire, ça c'est sûr. L'opposition s'oppose. Mais ne répétons pas les évidences. Adaptons-nous aux situations nouvelles. Oui, la politique c'est la gestion des affaires de la cité. Oui, mais la politique c'est d'abord la gestion des intérêts des citoyennes et des citoyens. Oui, la majorité gouverne, l'opposition s'oppose. Oui, mais au lendemain de la dernière guerre mondiale, pourquoi ceux qui nous enseignent cela ne l'ont pas appliqué? Pourquoi ils ont appliqué plutôt tous les courants politiques de la nation s'unissent pour reconstruire la nation? Pourquoi nous, ils nous divisent? Mais on en est arrivé là aujourd'hui. Sommes-nous à la croisée des chemins qui nécessite aujourd'hui justement ce dialogue autour de la table? Mais il faut que Total, il faut que Shell, il faut que Cosmos, et je ne sais qui encore, lorsqu'ils négocient avec le Sénégal, voient toutes les forces vives derrière le ministre de l'Énergie. Lorsqu'ils négocient avec le Sénégal dans le domaine des mines, voient toutes les forces vives derrière le ministre des Mines. C'est le temps d'aujourd'hui que nous l'impose. Sinon, nous tombons dans la situation malienne. Il faut que les djihadistes voient toutes les forces vives en charte nationale, en bloc national, soudés sur la question du djihadisme, en disant non, vous ne nous diviserez pas. Nous sommes tous unis, musulmans, juifs, chrétiens, athées, tous unis. Sinon, nous tombons dans la situation malienne. Ça c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Ah non, c'était l'idéal il y a quelques mois. Ce n'est plus l'idéal aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une obligation. Mais si c'est devenu un impératif, comment relever ce défi? D'abord, je voulais rappeler une chose, parce que les gens font semblant d'oublier. Quoi? Mais il y a une antériorité de l'appel au dialogue. Laquelle? Mais qui a appelé au dialogue dans ce pays-là? La question du dialogue se pose dès 2000. En 2000, c'est la première élection présidentielle pendant laquelle nous n'avons pas débattu. C'était Nadem. 2007 est la seconde élection présidentielle pendant laquelle nous n'avons pas débattu. C'était fichier carte électorale. Souvenons-nous. 2012, c'est la troisième élection présidentielle pendant laquelle nous n'avons pas débattu. C'était troisième mandat. 2019, moi j'étais sûr que nous ne débattrions pas. C'était encore carte électorale, fichier électoral. Oui, mais moi je veux bien qu'on débatte de ces questions-là. Et les urgences des populations, on en débat quand? Ou plutôt, et les urgences des populations, on les traite quand? Mais si nous ne payons pas de mots, si ça s'appelle urgence, cela veut dire que ça nécessite un traitement urgent. Pourquoi dire à un diplômé sénégalais de 50 ans, qui est ingénieur, qui est médecin, qui cherche du travail depuis 20-25 ans,
attend qu'on règle la question des cartes, qu'on règle la question du fichier. Mais celui-là, pourquoi on va le faire attendre? Pourquoi? Donc il y a une urgence et en même temps une obligation à s'asseoir. Deuxièmement, l'APR, c'est l'Alliance pour la République. Mais souvenons-nous, elle a été lancée en 2003. Je suis à l'aise pour le dire, je n'étais pas au Sénégal. En 2003. 2003. Oui. L'URDFAL a lancé l'Alliance pour la défense de la République. L'URDFAL jadis. Oui. En novembre 2005. Concertation nationale des forces vives de la nation. Il est temps. Il est plus que temps. Il est grand temps, je cite, d'organiser la concertation nationale des forces vives. Parce qu'à l'époque, il y avait 2 millions de sans-emploi, de demandeurs d'emploi non satisfaits au Sénégal. Et l'on disait à l'époque, attention, c'est une bombe à déclenchement incontrôlé. Oui, mais que viennent faire, par exemple, les présidents Diouf Wade dans ce dialogue aujourd'hui? Que viennent-ils y faire? Mais Diouf était là avant 2000. Oui. Il a l'expérience du dialogue au Sénégal et ailleurs. Au Sénégal et ailleurs. Wade est intéressant en ce que il lui est arrivé d'appeler à plusieurs reprises au dialogue quand il était dans l'opposition. Je ne parle pas de Wade président. Je parle de Wade opposant. Oui, mais là, le problème, il est posé. Attends, lui-même, le problème, il est posé. Est-ce que c'est pas un simple habillage, justement, pour d'éventuelles manœuvres politico-politiques? On lance un dialogue pour, justement, d'éventuelles manœuvres politico-politiques. Mais c'est pourquoi nous serions de piètres hommes politiques si nous n'arrivons pas à lire la trajectoire des Sénégalaises et des Sénégalais. Attention, la manière dont l'élection s'est passée amortit provisoirement certaines colères. Provisoirement, dites-vous? Provisoirement. Si tout ce bruit qui est fait autour du dialogue n'a pour centre ou pour axe que les affaires Karim Wade et Khalifa Sall, mais les Sénégalais vont sortir dans la rue. Ah, mais les pères de famille et les mères de famille des 1 500 000 enfants qui doivent aller à l'école et qui n'entrent pas à l'école, vous pensez qu'ils vont attendre? Qu'elles vont attendre? Les parents des 4 500 000 chômeurs, vous pensez qu'ils vont attendre? Et vous pensez qu'ils vont attendre 2024? En disant, bon, il y a une élection le 24 février 2019, bon, on s'est peut-être trompé, on attendra 2024. L'exemple que je viens de vous donner. Le chômeur qui a 50 ans, qui a son doctorat en gestion, qui cherche du travail depuis 25 ans. Mais d'où ça? Dites-nous. Oui, c'est pourquoi je vais attirer, c'est-à-dire il faut qu'on apprenne maintenant oui, à privilégier les priorités des Sénégalaises et des Sénégalais. Toutes les études convergent. Toutes les études montrent que la priorité des familles sénégalaises, c'est l'emploi. Oui, on va y arriver. Mais attendons. Alors, oui, mais donc attendez. ce qu'attend une famille sénégalaise, Oui. pas les politiciens qui, comme nous, parlent à la radio, à la télévision, mais je parle des Sénégalaises et des Sénégalais lambda. Oui. Mais c'est qu'on s'occupe de leurs urgences d'abord, Oui. avant toute autre chose. De quelle urgence il s'agit? On va y revenir tout à l'heure. Mais d'abord, dites-nous, justement, en décryptant les chiffres issus du scrutin du 24 février 2019, est-ce à dire aujourd'hui que le candidat sortant est-il vainqueur? Ça ne donne qu'une seule information, c'est justement la déclaration du vainqueur, et que les autres qui viennent derrière, je vous parlais du deuxième, du troisième, faudrait-il aller jusqu'à revoir aujourd'hui le système électoral sénégalais? Là, vous provoquez parce que moi, je fais partie de ceux qui sont contre l'élection du président de la République au suffrage universel. Oui. Je trouve ça barbare, je trouve ça arriéré, je trouve ça quelque part antidémocratique. Moi, j'ai voté pour la première fois
à une élection présidentielle à l'âge de 50 ans. Ah, Eh oui, 50 ans. 50 ans, 50 ans, 50 ans. Ah. Avant cette élection présidentielle, je dis que les problèmes fondamentaux ne seront pas réglés. Mais En Afrique du Sud, oui. le président n'est pas élu après une campagne qui déchire le pays au suffrage universel. Au Sénégal, notre premier président a été élu par le Parlement, pas par une campagne qui déchire le pays au suffrage universel. Il n'y a l'élection au suffrage universel, c'est l'une des modalités possibles. Mais il faut regarder le pays et voir si on doit maintenir le système de l'élection au suffrage universel. Vous savez pourquoi? Je trouve inconséquent de défendre l'élection du président de la République au suffrage universel et de demander que l'on réduise les prérogatives du président de la République. Mais si vous élisez un roi, vous ne voulez pas qu'il exerce, c'est là le qu'il problème. règne. C'est là le problème. Bien sûr. Élire le président au suffrage universel, c'est ça la grosse problématique qui mérite réflexion aujourd'hui. Je suis totalement contre. C'est barbare, c'est arriéré. Nous prenons tout ce que les Français nous donnent et nous appliquons de façon bovine. C'est inadapté aux réalités du moment. À nos formes d'organisation traditionnelles. Nos formes d'organisation traditionnelle, nos formes de gouvernance traditionnelle, c'est la négociation, c'est le rapport de force, c'est la concertation, c'est l'équilibre instable. Ce n'est pas l'élection du président au suffrage universel. On en parle comme si c'était naturel. Non, c'est pas naturel. Non, c'est pas naturel. Et rares sont les pays où ça existe. Rares sont les grandes démocraties où ça existe. Et c'est pas parce que ça existe en France, c'est pas parce que la France a une tradition napoléonienne que nous devons avoir une tradition napoléonienne. C'est devenu inopérant à la place. Quelle alternative? Nous sommes en 2019. Oui, quelle alternative? Oui. J'ai l'habitude de dire que la modalité de désignation du président de la République jure d'avec la configuration des temps présents. C'est-à-dire, concrètement, mais les temps présents, j'en discutais avec des membres du Forum civil, le mode de gouvernance correspondant au temps présent, c'est la concertation permanente. Ce n'est pas l'irresponsabilité permanente. On a élu des responsables, ils doivent décider. Ils ont le pouvoir de décision. Mais avant de prendre leurs décisions, ils ont le devoir de concertation. Pas le devoir de consultation, mais je dis bien le devoir de concertation. L'élection au suffrage pour mettre quoi à la place aujourd'hui? Quelle proposition à la place de l'élection au suffrage universel? Mais moi je pense que la meilleure constitution que le Sénégal ait eue depuis son indépendance, c'est la première constitution du jeune Sénégal indépendant. C'est la constitution où le président de la République est élu par le Parlement. On peut l'élargir aux représentants des territoires. Aux députés, on peut ajouter les membres des HCCT. Comme ça, ils serviront à quelque chose. Ils serviront à élire le président de la République. Alors, donc, il y a plusieurs modalités de désignation des responsables. L'élection au suffrage universel dramatise trop. Et ça marque le pays sur plusieurs années. Alors, moi, je suis, compte tenu des défis que nous devons affronter au plan sénégalais, au plan sous-régional et continental, moi je suis pour qu'on règle cette question-là le plus vite possible. Je prie pour que l'élection du 24 février soit la dernière élection où on élit un président au suffrage universel. Parce que c'est ça qui nous lie les mains. Vous ne pouvez pas élire quelqu'un dans ces conditions-là, encore une fois, et demander à ce qu'on réduise ses prérogatives. Non. C'est inconséquent. Si nous élisons le président avec pouvoir, comme nous avons commencé, comme nous sommes nés comme République, et c'était ça les premiers présidents dans la République, mais par le Parlement, nous pouvons avoir une élection apaisée et surtout une élection où on échange. Parce qu'une élection démocratique, c'est une élection où les choix sont clairs. C'est pas seulement
compter le nombre de bulletins dans la transparence, une élection qui s'est déroulée dans la transparence, où aucun résultat n'a été faussé, ce n'est pas une élection démocratique. Ce n'est une élection démocratique que quand on est face à des choix clairs, nets, et que l'on puisse choisir. Alors, maintenant, arrivé l'heure des urgences. Vous les avez déclinées, ces urgences. Et parmi ces urgences, Doudou Sarr, vous avez parlé de l'emploi. Aujourd'hui, des chiffres sont énoncés. Le gouvernement en a décliné. Vous, idem. D'ailleurs, on vous reproche souvent de vous avoir financé pour justement livrer des chiffres. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Pour vous taquiner un peu, pourquoi? La réalité, c'est quoi? Mais dans cette affaire? Depuis 1994, nous alertons sur les risques. À l'époque, c'était des risques, c'était pas encore. Vous gardez ces chiffres? Ah non, nous les avons toujours publiés. Nous les avons toujours hurlés. Pas publiés, nous les avons toujours hurlés. Nous les avons toujours pleurés. Et qu'est-ce qui vous différencie de ces chiffres donnés par le gouvernement? Ah oui, mais moi, je respecte la loi. Oui. Moi, je respecte la loi, ça veut dire que je commence à décompter à partir de plus de 16 ans. De 16 ans? Pour moi, un enfant de 10 ans ne peut pas être... En France, c'est 10 ans. Oui, même le BIT, c'est 13 ans. Voilà. Oui. Pour moi, un enfant de 10 ans ne peut pas être un chômeur dans un pays où l'enseignement est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Même un enfant de 14 ans ne peut pas être un chômeur, bien qu'il y ait des contrats d'apprentissage, parce que dans notre pays, l'enseignement est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Oui. J'ai fait la proposition, écrite et motivée, pour que l'âge de l'enseignement obligatoire dans le pays sous-développé que nous sommes soit augmenté. Augmenté au-delà de 16 ans? Ah, bien sûr. Mais vous, non, mais attendez, pourquoi le BIT parle de 10 ans, la France 13 ans, vous allez au-delà de 16 ans? Pourquoi? Parce que je trouve que c'est ignoble. Ah oui? Ah oui. Pourquoi? Un enfant de 10 ans, pourquoi il doit travailler? Sa place n'est pas à l'école. Un enfant de 13 ans, pourquoi il doit travailler? Sa place n'est pas à l'école. Même un enfant de 16 ans, pourquoi doit-il travailler? Sa place n'est pas au collège ou au lycée. Mais eux, moi, je ne comptais... Ils se sont expliqués aussi. Ah oui, eux, ils ne combattent pas les situations. Moi, je combats pour que nos enfants aillent à l'école. Je combats pour que nos enfants qui sont prématurément sortis du système scolaire repartent à l'école et un cadre où ils doivent repartir à l'école. Ce n'est pas des murs à construire, ce sont des modalités d'action. Alors, combattant pour ça, je ne peux pas me permettre de mettre dans le chiffre du chômage des Sénégalaises et des Sénégalais de cet âge-là. Et c'est pourquoi mes chiffres sont quelque peu inférieurs à ceux du gouvernement. Mais moi, je comprends les chiffres du gouvernement. Et tant qu'il y aura ces discordances-là, du point de vue de l'âge de départ, mes chiffres seront toujours inférieurs à ceux du gouvernement. Alors, pour vous montrer l'importance du problème, beaucoup d'observateurs qui sont quelque peu paresseux pensent que le gouvernement n'a pas atteint ses objectifs. Si, malheureusement, le gouvernement a dépassé ses objectifs. Le gouvernement a créé plus de 500 000 emplois. Mais dans un pays de 4 500 000 chômeurs, vous, qui êtes en face de moi, vous ne sentirez pas que le chômage diminue si on crée 500 000 emplois. Non. Chaque année, le chômage augmente de 175 000 à 180 000 individus. Si vous créez 500 000 emplois sur 7 ans, le chômage continue d'augmenter. C'est clair. Si vous créez 200 000 emplois, le chômage s'arrête d'augmenter. Le chômage n'augmente plus, mais ne diminue pas. Il faut créer plus de 200 000 emplois par an pour que le chômage commence à diminuer. Voilà l'ampleur du problème. Et c'est pour cela qu'il nécessite que les responsables des forces vives s'asseyent. C'est pas par œcuménisme, c'est pas par gentillesse, non, c'est par urgence sociale et par respect de nos compatriotes qui sont sans emploi et qui pour beaucoup sont qualifiés. Je disais tout à l'heure qu'il fallait se méfier des phrases évidentes. Moi, vous ne m'entendrez jamais parler d'inadéquation formation emploi, non. Vous me donnez un master de philo,
un master d'espagnol en un an, moi j'en fais un manager honorable. Donc c'est toujours une question d'ajustement. Il n'y a pas à réinventer la roue. Donc la priorité des priorités reste justement le chômage à résorber. Mais attention, moi, s'il y a un dialogue national et que le premier point à l'ordre du jour, ce n'est pas l'emploi. Si le M23 me force à y aller, j'irai, mais si ça dépendait que de moi, j'irai pas. Premier point de l'ordre du jour, emploi. Donc il y a un problème sur l'ordre du jour du dialogue. Deuxièmement, il y a un problème sur le format du dialogue. Je disais tout à l'heure que des forces... Vous prenez la CNTS, notre première confédération syndicale. Mais la CNTS, ça fait des années qu'elle appelle à des états généraux de l'économie. Elle n'est pas écoutée. La CNTS est la seule centrale syndicale à avoir organisé une marche nationale sur l'emploi. Elle n'a pas été entendue. Donc l'appel aux urgences, l'appel à s'asseoir d'une table pour discuter de certaines des urgences les plus lancinantes et des urgences qui peuvent être mortelles pour notre pays si elles ne sont pas traitées, c'est un appel qui a été lancé par beaucoup de sources qui ne se réduisent pas au seul président de la République. Donc, il est impossible de prendre prétexte le fait que le président de la République ait lancé l'appel pour ne pas y aller. Je rappelle d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, que le président Abdoulaye Wade, quand il était dans l'opposition, il lançait des appels au dialogue. Nous, quand nous étions dans l'opposition, nous lancions des appels au dialogue. Donc, le lancement de l'appel au dialogue ne relève pas que de la seule responsabilité des gouvernants. C'est la responsabilité de tout homme politique responsable. Et c'est pourquoi j'insiste. Méfions-nous des arguties. Il nous a trompés hier et avant-hier, donc nous n'irons pas. Non, il y a un problème de confiance. Méfions-nous de cette nouvelle société civile qui apparemment ne veut pas d'un dialogue entre les acteurs politiques. Ah oui? Mais oui. Ah oui, pourquoi vous dites ça? Mais pourquoi moi je fais confiance aux acteurs politiques. Pourquoi on infantilise les acteurs politiques? Pourquoi on ne veut pas que les acteurs politiques discutent? On est toujours à écouter nos bailleurs de fonds pour répéter ce qu'ils disent eux, être le haut-parleur et dire nos acteurs politiques ne peuvent pas discuter. Mais au Kenya... Quelle est la société civile? Vous avez l'impression que la société civile est contre ce dialogue? Ah oui. Ah oui? Pourquoi? Oui, qu'est-ce que vous faites dire ça? Quelle preuve vous avez? Mais parce que c'est la société civile que j'entends dire pendant des mois et des mois, il est normal qu'il n'y ait pas de dialogue parce que les acteurs ne se font pas confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire jamais de dialogue. Au Kenya, les deux candidats ont combien de morts entre eux? Plus de 3000. Ne se sont-ils pas assis? En Guinée, les deux principaux candidats ont combien de morts entre eux? Vous avez des problèmes avec la société civile? Moi? Oui. J'ai des problèmes avec la société civile. Moi, j'en respecte la définition universelle. Je parlais de la confédération syndicale, de l'une des confédérations syndicales tout à l'heure. Ça, c'est le cœur de la société civile. Mais Doussard qui prend 2 ou 3 copains, qui crée une ONG, ça, ce n'est pas la société civile. Ça, c'est un cabinet. Et qui est financé comme tel. Mais au Sénégal, on sait parasiter les définitions. Non. Un groupement de femmes transformatrices, ça, c'est la société civile. Un entrepreneur qui a son journal, ça, c'est la société civile. Je ne parle pas d'un liggéeykat. Ah oui? Oui, je parle d'un entrepreneur. Un liggéeykat, ce n'est pas un entrepreneur. Alors, il y a un aspect de votre question auquel je n'ai pas répondu. Donc moi, depuis 1994, je travaille sur l'emploi. Je donne des chiffres de l'emploi. Financier vous aussi, non? Non, attendez. Financier vous aussi, non? Donc ça veut dire que le PS m'a financé. Financier? Pardon? Qui vous finance? Mais personne ne me finance. Ah oui? Mais un dirigeant politique ne peut pas se permettre de dire tel problème, c'est le problème principal et ne pas y travailler. C'est ce que je reproche à mes collègues dirigeants politiques. Ils ne travaillent pas. Ah oui? Ah non. Il faut qu'ils travaillent. C'est-à-dire? Mais il faut qu'ils fassent comme je fais moi. Il faut qu'ils se mettent à leur table. À l'instar des Mao, c'est ce à l'instar des Mao, Hegel, Karl Marx, oui.
Lénine, c'est ce qu'il faisait. Oui. Alors on peut chanter ces noms-là et on n'est pas prêt à travailler. Ils ont abîmé leurs yeux, livre après livre. Mais les dirigeants politiques, on ne force personne à être dirigeant politique. Ceux qui se prétendent dirigeants politiques, il faut qu'ils arrêtent de calomnier et qu'ils bossent. Ils ne bossent pas assez. Il faut qu'ils bossent. Ce qui est intéressant, et c'est pourquoi je ne me fâche pas avec eux, c'est le sens politique de la calomnie. Le sens politique de la calomnie, c'est qu'il couvre l'inactivité intellectuelle. Moi, c'est ça que je me reproche. Il faut qu'ils travaillent. Moi, j'en suis pas venu comme ça à compter les chômeurs, non? Au lendemain de la dévaluation. Mais il était clair que les effets de la dévaluation n'avaient pas une portée éternelle. Il était clair qu'à partir d'un certain délai, les effets de la dévaluation allaient s'épuiser. Il paraît qu'on a dévalué pour aider à l'amélioration de notre compétitivité nationale et de notre position concurrentielle sur le marché international. C'est pas le cas. Mais au bout de quelques années, les effets sont terminés. Or, une grande partie des causes de notre non-compétitivité nous vient de l'extérieur. Ça ne vient pas du Sénégal. Les produits français que nous importons, ils sont hyper chers. Nous importons l'incompétitivité française. Mais je rappelle que le Sénégalais se serre la ceinture depuis 41 ans. Depuis 1978, 41 ans. Donc, si vous calculez la compétitivité intrinsèque sénégalaise, nous sommes compétitifs. Nous sommes hyper compétitifs. Mais si vous y ajoutez l'incompétitivité importée, là, nous ne sommes pas compétitifs. Bientôt la fête de l'indépendance. Oui. On en est encore là, toujours dépendant, indépendant, toujours dépendant. Il y a eu des progrès. Hein? Ah oui? Ah oui, il y a eu une plus grande maîtrise du budget national, en général, une plus grande maîtrise de la section qui est consacrée aux investissements. Il y a eu un bon qualitatif à mesurer, mesurable. Il suffit d'aller voir les documents. Vous verrez à combien nous étions en 2000, à combien nous étions en 2012, à combien nous sommes aujourd'hui. Quel est le pourcentage des investissements qui vient de la poche de la Sénégalaise et du Sénégalais, parce que l'argent public n'existe pas, ne peut pas exister, n'existera jamais. L'argent public, c'est notre argent privé rassemblé qui a été rebaptisé. La question elle est posée sous l'angle de notre indépendance, autonomie. L'indépendance, c'est l'indépendance de décision. Oui. Est-ce que nous décidons c'est là la question, de façon indépendante? C'est là la question. Mais là, c'est très intéressant d'étudier. Oui. Parce que je vois des hommes politiques sénégalais qui répètent les litanies du FMI et de la Banque mondiale. Oui. Je ne peux pas vous citer un pays qui ne se soit pas lourdement, je ne dis pas endetté, je dis lourdement endetté pour se développer. Aujourd'hui, l'heure est à la déconstruction. Mais justement, pourquoi on veut pas le Ghana est là à côté. Pourquoi? Mais justement, le Ghana, il s'endette, mais le Ghana maîtrise son endettement. C'est ça. Le Ghana, il est en déficit, mais quand il est en déficit, il le décide temporairement. Le Ghana maîtrise son déficit. Le Sénégal, par rapport à 2000, par rapport à 2012, maîtrise de plus en plus son déficit, maîtrise de plus en plus la gestion de sa dette. Alors, année après année. Oui. Voilà. Mais alors, vous parlez d'actualité, le gouvernement qui va être mis en place. Oui. On a parlé justement de certaines hypothèses, confirmées ou non. Le cumul va être justement, le président va finir avec les cumuls. Est-il aujourd'hui confronté réellement à un problème de clientélisme, c'est-à-dire de l'offre et de la demande par rapport à la taille? Là, vous me posez des questions qui me gênent beaucoup. Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Mais moi, je suis pour un gouvernement en 10 et 12 ministres. Oui, un problème de rationalité. Oui, mais ça, il faut l'argumenter. Et les gens ont la culture ici des gouvernements larges. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, ils sont 14 ministres. Non, ils sont 13 ministres, qu'en Allemagne, ils sont 14 ministres, si je ne me trompe pas. Alors, au Sénégal, le gouvernement le plus important que nous avions faisait 16 ministres, parce que c'était un gouvernement de coalition, c'est le dernier gouvernement de Mamadou Dia.
Là aussi, si ma mémoire ne me ment pas. Mais depuis, nous avons la culture des gouvernements très élargie. Mais moi, je peux vous assurer que c'est une question d'organisation. Un bon gouvernement qui couvre l'ensemble des responsabilités. Le premier gouvernement du Sénégal, c'était 10 ministres. En 10 et 12 ministres, on peut couvrir. Alors, puisqu'on cite souvent l'exemple du Ghana, on peut aussi faire au Ghana, comme au Ghana. Au Ghana, vous avez la moitié du gouvernement qui est représenté par les régions. C'est une question d'organisation. Ces ministres-là, qui représentent les régions, jouent un rôle transversal et assurent le fait. Aujourd'hui, la taille du gouvernement, vous le situerez à combien? Ah, moi, j'en suis toujours entre 10 et 12. Entre 10 et 12. C'est pourquoi je disais que votre question me gêne beaucoup. Alors, oui, mais aujourd'hui, est-il confronté à un problème, justement, lorsqu'il sera question, justement... Non, moi, c'est que ça aussi, nous avons beaucoup hérité ça des Français. Tout le monde doit produire. Produire. Il y a assez de travail. Et je vous assure, il n'y a pas assez de bras pour produire. Donc, il y a beaucoup de postes possibles. Il n'y a pas que les postes de ministres. Donc, il n'y a pas de contrainte au gouvernement pléthorique. Non. Ce n'est pas un rêve. Si vous voulez un gouvernement qui gère bien le Sénégal, en 10 et 12 ministres, ça gère bien le Sénégal. Mais apparemment, ce ne sont pas les mœurs ici. Alors, il est attendu sur beaucoup de questions, la formation du prochain... Oui. Vous avez posé une question. Oui. Pour moi, un ministre, il est ministre à temps plein. Il y a ça aussi. Oui. C'est-à-dire, il est ministre matin, midi et soir. Il ne peut pas être maire. Le cumul. Ah non. Ce n'est même pas une question de cumul. C'est une question de contrat. Alors, même si un ministre n'a pas de contrat écrit, lorsqu'on vous donne ministre en charge d'un département, vous êtes obligé de vous consacrer matin, midi et soir à ce département. Vous ne pouvez pas vous consacrer à une mairie. Ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas une question de satisfaction d'une clientèle politique, mais c'est irrationnel. C'est pas sérieux. Un ministre, c'est une fonction, hein, ça veut dire que 24 heures sur 24, vous êtes ministre. Hein. Donc vous allez trouver du temps où pour être maire? La fin du cumul alors? Mais est-ce qu'il y a eu cumul? Ne discutons pas de cette question-là sur un plan administratif. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas eu cumul. Ça veut dire qu'il y a du travail qui n'était pas fait. Quelque part. Ah oui. Ou bien il y a du travail qui n'était pas fait à la mairie, ou bien il y a du travail qui n'était pas fait au ministère. Encore une fois, je parle de travail politique. Alors, la dernière question, il est attendu sur beaucoup de questions. La formation du prochain gouvernement, les préoccupations sociales, la fête de l'indépendance. Aujourd'hui, l'urgence se situe où? L'emploi. Mais moi, je voudrais pas... Comme disait l'autre, première question, emploi. Deuxième question, emploi. Troisième question, emploi. Oui, ça, je l'ai dit chez vous. Oui. En 2007. Dans une émission de 2007. Je me cite très exactement. J'avais dit première question, emploi. Deuxième, emploi. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Dans l'ordre des priorités. Voilà, c'est ce que j'avais dit en 2007. Attendons de voir ce qu'il va décliner comme contenu par rapport à ce dialogue qui est lancé. Oui. Le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le prix aux producteurs. Il faut que nous révisions nos prix agricoles. Oui, moi je suis contre les aides. Qu'on arrête les aides. Qu'on arrête les subventions. Mais qu'on paye nos paysans au juste prix. Qu'on paye nos éleveurs au juste prix. Vous verrez qu'on n'aura pas besoin de les aider. Ah oui. Merci Doulsar. C'est moi qui vous remercie.